Dans les archives judiciaires de la Louisiane française, un document du 23 octobre 1789 porte mention d'un événement que les autorités coloniales ont tenté d'effacer de l'histoire. Ce jour-là, 47 âmes ont été exécutées en l'espace d'une matinée. Le lendemain, 200 hommes libres, noirs et mulâtres ont encerclé la plantation Beaumont, armés et silencieux. Ce qui s'est produit ensuite ne figure dans aucun manuel d'histoire. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous maintenant et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Ce que vous allez entendre défie tout ce que vous pensiez savoir sur la justice coloniale. L'année 1789 marquait la fin d'une époque pour la Louisiane française. Depuis le traité secret de Fontainebleau 26 ans plus tôt, la colonie appartenait officiellement à l'Espagne. Mais les planteurs français conservaient leur influence, leurs lois et surtout leurs méthodes. La région comprise entre le fleuve Mississippi et le bayou La Fourche constituait le cœur de cette société créole où les codes de conduite reposaient sur un équilibre précaire entre violence et protocole. La plantation Beaumont s'étendait sur 3200 arpents de terre fertile à 2 journées de navigation au sud de la Nouvelle-Orléans. Propriété de la famille Beaumont depuis 1738, elle était réputée pour la qualité de son indigo et plus tard, de son sucre. Mais sa véritable réputation, celle qui se murmurait dans les tavernes du port et les églises des quartiers créoles, concernait la discipline qui y régnait. Étienne Beaumont, le maître de cette plantation en octobre 1789, était le petit-fils du fondateur. Âgé de 52 ans, il incarnait une génération de planteurs qui avaient vu le monde changer autour d'eux sans accepter d'évoluer. Formé dans les meilleurs collèges de France, marié à une fille de la noblesse créole de Saint-Domingue, il dirigeait son domaine avec une rigueur que même ses pairs jugeaient excessive. La plantation comptait 179 esclaves lors du recensement de 1788. Les registres paroissiaux, tenus par le père Mathieu, un jésuite vieillissant qui desservait la chapelle du domaine, révèlent une démographie inhabituelle. Sur ces 179 personnes, seulement 43 étaient nés en Louisiane. Les autres, des hommes dans leur grande majorité, avaient été acquis lors d'arrivages récents en provenance du Sénégal et de la Côte de l'Or, ou transférés depuis des plantations en faillite. Cette proportion élevée d'hommes adultes récemment arrivés créait une dynamique particulière. Les planteurs expérimentés savaient qu'un tel déséquilibre représentait un risque. Les hommes sans famille, sans enfants, sans femmes, entretenaient moins de liens avec le lieu de leur servitude. Ils conservaient plus nettement le souvenir de leur liberté passée. Mais Étienne Beaumont avait ses raisons. La culture de la canne à sucre, qu'il développait pour remplacer l'indigo devenu moins rentable, exigeait une force physique considérable. Les femmes et les enfants ne servaient à rien dans les champs de canne durant les périodes de coupe. Ils voulaient de la productivité, pas une communauté. Le domaine était structuré selon les normes de l'époque. La grande maison, construite en briques importées de France et en cyprès de Louisiane, se dressait sur une légère élévation artificielle, à l'abri des inondations périodiques. 4 colonnes doriques soutenaient un balcon qui courait sur toute la façade. Depuis cette galerie, on dominait les bâtiments d'exploitation. À l'ouest, les cases des esclaves, alignées en 2 rangées parallèles, construites en planches de pin et couvertes de bardeaux. À l'est, les ateliers, les écuries, le moulin, et plus loin encore, les champs qui s'étendaient jusqu'aux limites marécageuses de la propriété. Entre la grande maison et les cases, un espace vide d'environ 100 mètres servait de lieu de rassemblement. C'est là que se tenaient les distributions de rations, les annonces, les punitions publiques. Un chêne centenaire, qu'on appelait le chêne du maître, ombrageait cet espace. Ses branches basses et robustes avaient servi à plus d'une pendaison au fil des décennies. La routine de la plantation suivait le cycle immuable des saisons agricoles. De mars à juillet, on préparait les terres et on plantait. D'août à octobre, on entretenait les champs.
De novembre à janvier, c'était la récolte. Période d'un labeur épuisant où les journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après le crépuscule. Février permettait quelques réparations avant que le cycle ne reprenne. Cette organisation reposait sur une hiérarchie stricte. Au sommet, Étienne Beaumont et son fils aîné, Claude, 28 ans, qui apprenait à gérer le domaine. Venait ensuite le contremaître blanc, un certain Gaspard Renaud, ancien militaire reconverti dans l'agriculture, et 3 commandeurs esclaves, choisis parmi les hommes les plus anciens et les plus dociles. Ces commandeurs, armés de fouets tressés, servaient d'intermédiaires entre la volonté du maître et l'exécution dans les champs. Gaspard Renaud mérite qu'on s'y attarde. Âgé de 45 ans, il était arrivé en Louisiane après une carrière militaire trouble dans les Antilles. On racontait qu'il avait fui la Martinique après une affaire impliquant la mort suspecte d'un officier supérieur. Étienne Beaumont l'avait engagé en 1783, appréciant sa poigne ferme et son absence totale de sentimentalité. Renaud vivait dans une petite maison à mi-chemin entre la grande maison et les cases. Il prenait ses repas seul, buvait du rhum en quantité, et sa seule compagnie était un chien de chasse qu'il avait dressé à traquer les fugitifs. Les commandeurs esclaves incarnaient une autre facette de ce système. Joseph, le plus âgé, servait la famille Beaumont depuis 1752. Acheté enfant à un marchand de la Nouvelle-Orléans, il avait grandi sur la plantation, épousé une femme choisie par le maître, eut 4 enfants dont 2 avaient survécu. Sa loyauté était garantie par ses attaches. Les 2 autres commandeurs, Baptiste et Siméon, étaient plus récents. Leur position privilégiée, avec de meilleures rations et l'exemption des travaux les plus durs, dépendait de leur capacité à maintenir la discipline parmi leurs pairs. Mais sous cette apparence d'ordre et de stabilité, des tensions couvaient. L'augmentation récente du nombre d'esclaves nouvellement arrivés d'Afrique avait modifié l'équilibre. Ces hommes ne parlaient pas français, ne comprenaient pas les codes sociaux de la plantation, et surtout, n'avaient pas encore été brisés par des années de servitude. Ils se regroupaient naturellement, communiquant dans des langues que les contremaîtres ne comprenaient pas. Leur champ de travail, toléré par la plupart des planteurs comme un moyen d'augmenter la productivité, véhiculait parfois des messages qui échappaient à la surveillance. En 1789, la situation internationale ajoutait une dimension supplémentaire à ces tensions. Les nouvelles de France arrivaient de manière fragmentaire, mais dérangeante. La prise de la Bastille en juillet avait été suivie de l'abolition des privilèges en août. Les planteurs créoles suivaient ces événements avec une inquiétude croissante. Si la Révolution touchait les colonies, si les idées de liberté et d'égalité se propageaient parmi les esclaves, c'était toute leur société qui s'effondrerait. Étienne Beaumont était particulièrement sensible à ces menaces. Il avait interdit toute discussion politique dans sa maison, censuré les journaux qui arrivaient de France et doublé les patrouilles nocturnes autour de sa plantation. Il savait que l'information circulait malgré tout. Les esclaves domestiques entendaient les conversations, les marins parlaient dans les ports, les voyageurs colportaient des rumeurs. Le contrôle absolu qu'il exerçait sur son domaine lui donnait l'illusion de pouvoir contenir ses idées subversives. Le 22 octobre 1789, un mercredi, commença comme n'importe quelle journée de cette période de l'année. Les esclaves se levèrent avant l'aube, prirent leur maigre repas de sagamité et se dirigèrent vers les champs, sous la surveillance des commandeurs. La température était douce, typique de l'automne louisianais, avec une humidité persistante qui rendait l'air lourd. Vers 8 heures du matin, un événement apparemment anodin déclencha une série de réactions qui allaient culminer en tragédie. Dans le champ nord, où 27 hommes travaillaient à débroussailler un nouveau secteur destiné à la canne à sucre, un esclave du nom de Kofi s'effondra. Il était arrivé 6 mois plus tôt sur un négrier en provenance du Sénégal et ne parlait que quelques mots de français. Ses compagnons cessèrent immédiatement le travail pour lui porter assistance. Baptiste, le commandeur responsable de cette section, s'approcha et ordonna aux hommes de reprendre leurs outils. Selon plusieurs témoignages recueillis plus tard, Baptiste aurait frappé Kofi avec son fouet pour le faire se relever. L'homme ne bougea pas.
Il était inconscient, victime probablement d'une combinaison d'épuisement, de malnutrition et de déshydratation. Ces cas n'étaient pas rares durant les périodes de travail intense, mais ce qui suivit dévia du protocole habituel. Au lieu de transporter Kofi à l'infirmerie de la plantation, Baptiste ordonna qu'on le traîne jusqu'au bord du champ et qu'on le laisse là. Il menaça de fouetter quiconque s'arrêterait à nouveau de travailler. Cette décision, conforme à la philosophie d'Étienne Beaumont qui considérait toute pause comme une atteinte à la discipline, provoqua un malaise parmi les travailleurs. Un homme se détacha du groupe. Il s'appelait Kwame, était arrivé sur le même bateau que Kofi et semblait exercer une forme d'autorité naturelle parmi les nouveaux arrivants. Il s'adressa à Baptiste en français hésitant, demandant qu'on apporte de l'eau à Kofi. Baptiste refusa et leva son fouet. Kwame ne recula pas. Il répéta sa demande, cette fois dans sa propre langue, s'adressant aux autres hommes du champ. Ce qui se produisit ensuite fut décrit différemment selon les sources. Selon Baptiste, qui survécut aux événements, Kwame l'aurait attaqué physiquement, tentant de lui arracher son fouet. Selon d'autres témoins, Kwame aurait simplement refusé de reprendre le travail, restant immobile face au commandeur. La vérité importe peu au regard des conséquences. Baptiste frappa Kwame au visage avec le manche de son fouet, lui ouvrant l'arcade sourcilière. Kwame chancela mais ne tomba pas. Il porta la main à son front, regarda le sang sur ses doigts, puis se redressa. Son regard, selon ceux qui le virent, ne reflétait ni colère ni peur, mais une détermination froide. Il se tourna vers les autres hommes et prononça quelques phrases dans sa langue. Puis il reprit son outil, une houe à long manche, et se dirigea vers le bord du champ où gisait Kofi. Baptiste hurla un ordre. Les autres travailleurs cessèrent leurs mouvements, observant la scène. Kwame s'agenouilla près de Kofi, posa son outil et entreprit de le déplacer vers l'ombre d'un arbre proche. Baptiste courut vers lui, le fouet levé. Avant qu'il ne frappe, deux autres hommes, dont on ne connaît les noms que par leur prénom de baptême, Pierre et André, se placèrent entre le commandeur et Kwame. La situation dégénéra en quelques secondes. Baptiste recula, souffla dans le sifflet qu'il portait autour du cou pour appeler de l'aide. Les 27 hommes du champ nord cessèrent complètement le travail. Aucun geste hostile ne fut fait envers Baptiste, mais leur simple immobilité collective constituait un acte de rébellion sans précédent sur la plantation Beaumont. Gaspard Renaud arriva au galop 15 minutes plus tard, accompagné des deux autres commandeurs et de 3 surveillants blancs armés de fusils. Il trouva Baptiste debout au centre du champ, les 27 hommes dispersés en demi-cercle autour de lui, leurs outils posés au sol. Kofi avait été déplacé sous l'arbre, où Kwame lui donnait à boire de l'eau puisée au seau communal. Renaud évalua la situation avec l'œil d'un militaire. 27 hommes, jeunes et robustes pour la plupart, contre 6 représentants de l'autorité, dont 3 seulement armés. Le rapport de force était dangereux. Il fit un choix tactique. D'une voix calme, il ordonna aux hommes de retourner au travail, promettant que l'incident serait examiné. Kwame se releva lentement, s'essuya les mains sur son pantalon déchiré et regarda Renaud sans baisser les yeux. Puis il ramassa son outil et retourna à sa position dans le champ. Les autres suivirent son exemple. Le travail reprit. Renaud fit signe à Baptiste de le suivre. Alors qu'il s'éloignait, le contremaître se retourna une dernière fois vers les hommes. Ce qu'il vit le troubla suffisamment pour qu'il le mentionne plus tard dans sa déposition. Les hommes travaillaient en silence complet. Pas un chant, pas une parole. Juste le bruit des outils frappant la terre. Et tous, sans exception, regardaient dans la même direction, vers un point invisible au-delà des limites du champ. Renaud fit son rapport à Étienne Beaumont en début d'après-midi. Le planteur écouta sans l'interrompre, les mains croisées sur son bureau. Son fils Claude était présent, ainsi que son gendre, Armand Deschamps, en visite depuis sa propre plantation à 30 kilomètres de là. Quand Renaud eut terminé, Beaumont resta silencieux pendant plusieurs minutes. Puis il demanda combien d'hommes avaient participé à l'arrêt de travail. « 27, répondit Renaud. Beaumont hocha la tête.
Il demanda si des armes avaient été brandies, si des menaces explicites avaient été proférées. Non, admit Renaud. Mais l'acte lui-même constituait une rébellion caractérisée. Beaumont acquiesça à nouveau. Ce qui se discuta ensuite dans ce bureau ne nous est connu que par des sources indirectes. Claude Beaumont, dans une lettre écrite 3 mois plus tard à un cousin en France, mentionna que son père avait consulté le Code noir de Louisiane, ce corpus de lois régissant l'esclavage dans la colonie française. L'article 27 de ce code était explicite concernant les attroupements d'esclaves et les actes de rébellion, même non violents. La punition recommandée allait du fouet à la mort, selon la gravité et le risque de contagion. Armand Deschamps, le gendre, tenta selon certains témoignages de plaider pour une punition plus mesurée. Il aurait argué que tuer ou mutiler 27 hommes robustes représentait une perte économique considérable, surtout à quelques semaines du début de la récolte de canne. Étienne Beaumont l'écouta, puis répondit par une phrase que plusieurs personnes présentes rapportèrent par la suite. Il aurait dit « Le coût d'une rébellion réussie dépasse infiniment la valeur de 27 vies. Si nous ne répondons pas avec une sévérité absolue, c'est toute la colonie qui brûlera. » La décision fut prise en fin d'après-midi. Les 27 hommes du champ nord seraient exécutés le lendemain matin. Mais pas seulement eux. Étienne Beaumont, dans une logique qui lui était propre, ordonna également l'exécution de 20 autres esclaves. Il choisit personnellement ses hommes parmi ceux arrivés récemment d'Afrique, ceux qui ne parlaient pas encore français, ceux qui, selon lui, représentaient le plus grand risque de contamination révolutionnaire. 47 hommes au total. C'était un nombre sans précédent, même pour l'époque et même pour la Louisiane, où les exécutions d'esclaves étaient pourtant fréquentes. Mais Beaumont n'agissait pas par cruauté impulsive. Il appliquait une stratégie qu'il avait mûrement réfléchie. En éliminant d'un coup une partie substantielle de sa main-d'œuvre, il envoyait un message qui résonnerait bien au-delà de sa plantation. Il montrait aux autres planteurs, aux esclaves de toute la région et aux autorités coloniales qu'aucune désobéissance, même mineure, ne serait tolérée. Renaud reçut l'ordre de procéder aux arrestations immédiatement. Les 27 hommes du champ nord furent rassemblés sans résistance. Ils semblaient avoir anticipé les conséquences de leur acte. Quam, lorsque les chaînes lui furent passées au poignet, regarda Renaud et dit en français approximatif « Nous savions, nous sommes prêts ». Cette phrase, rapportée par plusieurs témoins, suggère qu'il y avait eu une discussion préalable, une décision collective d'accepter les conséquences. Les 20 autres hommes, arrêtés dans différents champs et bâtiments de la plantation, réagirent avec confusion. Ils ne comprenaient pas ce qui leur était reproché. Plusieurs pleurèrent, d'autres protestèrent dans leur langue maternelle. Aucun ne tenta de fuir ou de résister. Ils furent tous enfermés dans une grange convertie en prison temporaire, gardés toute la nuit par des surveillants armés. La nouvelle se répandit dans la plantation à la vitesse de la parole chuchotée. Le soir venu, un silence anormal régnait dans les cases. Pas de feu, pas de conversation, pas de musique. Les femmes, les enfants, les hommes restants se tairaient, sachant qu'une violence terrible se préparait. Certains prièrent, mélange de catholicisme imposé et de croyances africaines préservées. D'autres restèrent éveillés toute la nuit, écoutant les bruits lointains venant de la grande maison où Étienne Beaumont recevait des visiteurs. Car le planteur avait envoyé des messagers dans l'après-midi. Il avait convié les propriétaires des plantations voisines, les autorités locales, le milice colonial. Il voulait des témoins. L'exécution de 47 hommes n'était pas un acte que l'on pouvait dissimuler. Au contraire, il fallait qu'elle soit vue, documentée, qu'elle serve d'exemple. L'aube du 23 octobre se leva dans une brume épaisse qui montait des marécages environnants. La température avait chuté durant la nuit, inhabituelle pour la saison. Vers 6 heures du matin, alors que le soleil peinait à percer la grisaille, une trentaine d'hommes blancs étaient rassemblés devant la grande maison de la plantation Beaumont. Parmi eux, on comptait 5 planteurs des environs, le commandant de la milice locale, 2 juges de paix et plusieurs fils de bonne famille créoles venus observer ce qu'on leur avait décrit
comme une démonstration de justice nécessaire. Le père Mathieu, le prêtre de la plantation, était absent. Selon les registres paroissiaux qu'il tenait méticuleusement, il avait quitté le domaine la veille au soir pour se rendre au chevet d'un mourant dans une plantation voisine. Certains historiens pensent qu'il avait été délibérément écarté par Étienne Beaumont, qui ne voulait pas de voix morale contestant ses décisions. D'autres suggèrent que le père Mathieu, âgé et malade, avait lui-même choisi de s'absenter, incapable d'assister à ce qui allait se produire. Les 47 prisonniers furent sortis de la grange vers 7 heures. Ils étaient enchaînés par groupes de 5, reliés par de lourdes chaînes de fer qui entravaient leurs mouvements. Aucun n'avait dormi. Certains avaient été battus durant la nuit par des surveillants zélés. Kwame, le leader présumé, portait des marques de coups au visage et au torse, mais marchait la tête haute. Ils furent conduits vers l'espace ouvert entre la grande maison et les cases, là où se dressait le chêne centenaire. Une potence temporaire avait été construite durant la nuit, une structure de bois brut capable de supporter plusieurs corps simultanément. Mais cette potence ne servirait que pour une partie des condamnés. Étienne Beaumont avait planifié plusieurs méthodes d'exécution, variant les châtiments pour maximiser l'impact psychologique. Tous les esclaves de la plantation avaient reçu l'ordre d'assister à l'exécution. 132 personnes, hommes, femmes et enfants, furent rassemblés de force dans l'espace ouvert. Ceux qui tentèrent de détourner les yeux furent frappés et forcés de regarder. Des gardes armés les encadraient, s'assurant qu'aucun ne pourrait s'enfuir ou intervenir. Étienne Beaumont monta sur une estrade spécialement construite pour l'occasion. Il portait son plus bel habit, comme pour un événement social. Son fils Claude se tenait à sa droite, Gaspard Renaud à sa gauche. Devant lui, les 47 condamnés étaient alignés en demi-cercle. Derrière eux, la foule forcée des témoins esclaves. Sur les côtés, les invités blancs, certains à cheval, d'autres debout, tous venus observer. Beaumont parla d'une voix forte, claire, projetée pour être entendue de tous. Il ne s'adressa pas aux condamnés, mais aux spectateurs blancs et aux esclaves survivants. Son discours, rapporté dans plusieurs correspondances privées et documents judiciaires, exposait sa philosophie. Il déclara que la rébellion, sous quelque forme que ce soit, menaçait l'ordre naturel des choses, que la désobéissance d'un seul esclave mettait en péril toute la société coloniale, que seule une réponse proportionnelle à la menace, c'est-à-dire écrasante, pouvait prévenir la contagion révolutionnaire qui venait de France et des autres îles. Il justifia le nombre d'exécutions par une logique qu'il présenta comme rationnelle. Les 27 hommes du champ Nord avaient directement participé à l'arrêt de travail. Les 20 autres avaient été choisis parmi les plus récemment arrivés, ceux qui, selon lui, n'étaient pas encore civilisés et représentaient donc le plus grand danger de nouvelles rébellions. Il présenta ces exécutions non comme une punition, mais comme une mesure préventive, un acte de défense de l'ordre social. Les exécutions commencèrent vers 8 heures. Les méthodes variaient selon un système de gradation que Beaumont avait établi. Les hommes jugés moins coupables, c'est-à-dire ceux qui avaient simplement cessé de travailler sans geste actif de défiance, seraient pendus. Ceux considérés comme plus actifs dans la rébellion subiraient des châtiments plus sévères avant la mort. 18 hommes furent pendus aux chaînes. Les pendaisons se faisaient par groupes de 3. Les condamnés montant sur des caisses de bois qui étaient ensuite retirées. Les nœuds n'étaient pas positionnés pour briser la nuque, mais pour étrangler lentement. Les agonies duraient plusieurs minutes, les corps se convulsant, les visages devenant violacés. Entre chaque série de pendaisons, une pause permettait aux spectateurs d'observer les conséquences. 15 autres hommes furent fusillés. Ils furent attachés à des poteaux plantés en ligne et un peloton de 12 hommes, composé de miliciens et de surveillants de la plantation, reçut l'ordre de tirer. Les salves n'étaient pas coordonnées. Certains tireurs manquaient leur cible, obligeant à des coups de grâce administrés à bout portant. Le bruit des détonations se répercutait à travers la plantation, effrayant les animaux et faisant sursauter même les spectateurs endurcis.
Les 14 derniers, incluant Kwame et ceux identifiés comme les plus actifs dans la rébellion, subirent ce que les documents d'époque appellent pudiquement le supplice aggravé. Ils furent fouettés publiquement jusqu'à ce que leur dos ne soit plus qu'une plaie ouverte, puis marquée au fer rouge sur le visage et la poitrine, avant d'être finalement abattus d'une balle dans la tête. Ces tortures préalables durèrent près de 2 heures. Certains hommes s'évanouirent plusieurs fois et furent réveillés par des seaux d'eau salée jetés sur leurs plaies. Kwame fut le dernier exécuté. Même après les fouettages et les marques au fer, il refusa de crier. Selon plusieurs témoignages, incluant celui d'un planteur nommé Béranger, qui écrivit plus tard ses mémoires, Kwame regarda Étienne Beaumont dans les yeux jusqu'à la dernière seconde, ne baissant le regard que lorsque la balle lui traversa le crâne. À midi, les 47 corps gisaient dans l'espace ouvert. Le sang avait formé des mares sombres qui s'infiltraient dans la terre sableuse. L'odeur était insoutenable, mélange de sang, de poudre à canon, de chair brûlée et d'excréments libérés par les mourants. Les spectateurs blancs commencèrent à se disperser, certains pâles et silencieux, d'autres conversant avec animation, débattant de la nécessité ou de l'excès de la démonstration. Les esclaves restants furent maintenus sur place pendant encore 1 heure. Beaumont ordonna que les corps ne soient pas enterrés immédiatement. Ils devaient rester exposés jusqu'au coucher du soleil, un avertissement visible pour quiconque nourrirait des pensées de désobéissance. Puis, finalement, la foule esclave fut autorisée à retourner dans les cases. Aucun travail ne fut effectué cet après-midi-là. Les gens se tairaient, pleuraient, priaient, ou restaient simplement assis en silence, traumatisés par ce qu'ils avaient été forcés de voir. Vers 14 heures, alors que les derniers invités blancs quittaient la plantation, un événement étrange se produisit. Un groupe d'environ 50 hommes, tout noirs ou mulâtres, apparut sur le chemin principal menant au domaine. Ils n'étaient pas armés visiblement, mais leur simple présence en si grand nombre constituait une anomalie inquiétante. Gaspard Renaud, alerté par les sentinelles, fit fermer les portes principales et mobilisa tous les surveillants disponibles. Les hommes s'arrêtèrent à environ 100 mètres de l'entrée de la plantation. Ils ne criaient pas, ne manifestaient aucune hostilité apparente. Ils restèrent simplement là, immobiles, silencieux, observant. Après environ 1 heure, ils se retirèrent aussi mystérieusement qu'ils étaient venus. Renaud envoya des éclaireurs pour les suivre, mais ceux-ci revinrent bredouilles. Les hommes s'étaient dispersés dans la campagne environnante. Cet incident troubla Étienne Beaumont plus qu'il ne voulut l'admettre. Ces hommes venaient d'où? Que voulaient-ils? Étaient-ils des esclaves fugitifs, des affranchis, des marrons organisés? Leur nombre même était alarmant. 50 hommes ne se rassemblent pas spontanément. Cela impliquait une communication préalable, une coordination, peut-être même une structure organisationnelle que les autorités coloniales ne soupçonnaient pas. Le soir du 23 octobre, la plantation Beaumont ressemblait à un camp militaire assiégé. Les gardes étaient doublés. Des patrouilles sillonnaient le domaine toute la nuit. Les chiens étaient lâchés autour du périmètre. Dans les cases, personne ne dormit. Le silence était rompu seulement par des sanglots étouffés, des prières murmurées, et parfois, portés par le vent, des sons de tambours lointains venant des profondeurs des marécages. Les corps des 47 exécutés furent enterrés à la tombée de la nuit dans une fosse commune creusée à la hâte à l'extrémité du domaine, près de la limite marécageuse. Aucune cérémonie ne fut tenue. Les hommes chargés de l'enterrement, d'autres esclaves forcés à cette tâche macabre, travaillèrent en silence, creusant dans le sol humide, jetant les corps sans ménagement, les recouvrant de terre. Un des hommes impliqués dans cette corvée, qui survécut jusqu'en 1820 et dont le témoignage fut recueilli par un abolitionniste, rapporta qu'en jetant de la terre sur les corps, il avait entendu un bruit étrange, comme un soupir collectif, et que plusieurs hommes avaient juré avoir vu des lumières bleues danser au-dessus de la fosse pendant qu'ils la comblaient. Cette histoire vous glace-t-elle le sang? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver.
Aimez cette vidéo pour soutenir notre travail de recherche historique. Le 24 octobre 1789, l'aube se leva sur une plantation transformée. La lumière révélait les traces du massacre de la veille. Des taches sombres dans la terre, des lambeaux de vêtements accrochés aux branches du chêne, et surtout, un silence pesant qui remplaçait les sons habituels du travail. Étienne Beaumont avait ordonné une reprise normale des activités, mais la normalité n'existait plus. Vers 7 heures du matin, alors que les surveillants tentaient de rassembler les esclaves pour la distribution du travail, les sentinelles postées sur le chemin principal sonnèrent l'alarme. Un groupe d'hommes approchait, pas 50 cette fois, mais environ 200. Ils arrivaient de plusieurs directions simultanément, convergeant vers la plantation Beaumont dans un mouvement qui dénotait une coordination remarquable. Gaspard Renaud mobilisa tous les hommes armés disponibles, soit environ 15 personnes incluant les surveillants, quelques fils de planteurs restés sur place et des miliciens locaux. Face à 200 hommes, c'était dérisoire. Il envoya un messager au galop vers la Nouvelle-Orléans pour demander des renforts, puis se prépara à ce qui ressemblait à un siège imminent. Les 200 hommes s'arrêtèrent à environ 200 mètres de l'entrée principale. Contrairement à la veille, leur organisation était évidente. Ils formaient des lignes ordonnées, avaient des porte-paroles visibles à l'avant, et certains portaient des armes, principalement des outils agricoles transformés en armes improvisées, des faux, des fourches, des haches. Leur composition était diverse. Des esclaves marrons reconnaissables à leurs vêtements déchirés et leur apparence sauvage, des affranchis mieux vêtus, et même quelques hommes qui semblaient être des artisans urbains venus de la Nouvelle-Orléans ou d'autres villes. Un homme s'avança seul, main levée pour montrer qu'il n'était pas armé. Il s'appelait Toussaint Lavigne, un affranchi propriétaire d'une petite parcelle de terre à 15 kilomètres de la plantation Beaumont. Il était connu des autorités coloniales comme un homme respectable qui payait ses impôts, ne causait pas de problème, et maintenait même une distance prudente avec les esclaves pour ne pas attirer les soupçons. Sa présence à la tête de ce rassemblement était stupéfiante. Gaspard Renaud accepta de parler avec lui, mais seulement à travers le portail fermé, avec des fusils pointés dans sa direction. Lavigne demanda à voir Étienne Beaumont. Renaud refusa, disant que le maître ne négociait pas avec des insurgés. Lavigne corrigea calmement. Ils n'étaient pas des insurgés, ils étaient venus réclamer justice. La conversation qui suivit fut rapportée par plusieurs témoins présents. Lavigne expliqua que les 200 hommes derrière lui représentaient des communautés d'affranchis et de marrons de toute la région. Ils avaient appris ce qui s'était passé la veille. L'exécution de 47 hommes pour un simple arrêt de travail dépassait toutes les normes, même pour l'époque, même en Louisiane. Ils demandaient que les autorités coloniales enquêtent, que justice soit rendue, et que Étienne Beaumont soit tenu responsable de ce qu'ils qualifiaient de massacre. Renaud répondit que Beaumont avait agi dans son droit le plus strict selon le Code noir, que les hommes exécutés étaient des rebelles qui menaçaient l'ordre social, que toute tentative d'interférence avec la justice du maître serait considérée comme une insurrection et réprimée avec la plus extrême violence. Lavigne écouta, puis fit un geste. Derrière lui, les 200 hommes s'assirent sur le sol, simultanément, en silence. Ils ne criaient pas de slogan, ne brandissaient pas leurs armes. Ils s'assirent simplement, encerclant la plantation de tous côtés, et attendirent. Ce siège pacifique, cette forme de protestation non violente, était sans précédent dans l'histoire coloniale de la Louisiane. Les autorités ne savaient pas comment réagir. Disperser le rassemblement par la force risquait de déclencher une révolte généralisée. Négocier avec eux établirait un dangereux précédent. Ne rien faire affaiblirait l'autorité coloniale. Étienne Beaumont, observant la scène depuis la galerie de sa grande maison, comprit immédiatement la gravité de la situation. Ces hommes ne comptaient pas attaquer. Ils savaient qu'une attaque directe serait suicidaire et fournirait aux autorités la justification parfaite pour une répression massive. Non, leur stratégie était plus subtile. En s'asseyant et en attendant, ils transformaient la plantation en prison.
Plus aucun travail ne pouvait être effectué. Aucun produit ne pouvait être exporté. Aucun visiteur ne pouvait entrer ou sortir sans traverser leurs rangs. Ils avaient créé un blocus humain. Le siège dura 3 jours. Pendant ce temps, la vie sur la plantation se figea dans une tension insoutenable. Les esclaves restants, enfermés dans leurs cases par précaution, ne travaillaient pas. Les surveillants, épuisés par les rondes nocturnes, devenaient nerveux et prompts à la violence. Étienne Beaumont, enfermé dans sa grande maison, refusait de sortir ou de communiquer directement avec les assiégeants. Les nouvelles de ce siège se répandirent rapidement à travers la colonie. Des messagers allaient et venaient, portant des rapports contradictoires. Certains parlaient de milliers d'insurgés armés. D'autres, plus précis, décrivaient la situation réelle, mais tout aussi inquiétante. Une protestation organisée, disciplinée, qui défiait l'autorité des planteurs sans leur donner de prétexte pour une répression sanglante. Le gouverneur espagnol de la Louisiane, Esteban Rodríguez Miró, se trouvait dans une position délicate. L'exécution massive d'Étienne Beaumont, bien que techniquement légale selon le Code noir, créait un précédent dangereux. 47 hommes représentaient une fortune considérable. Si tous les planteurs se mettaient à exécuter leurs esclaves au moindre signe de désobéissance, l'économie coloniale s'effondrerait. D'un autre côté, le rassemblement pacifique de 200 hommes noirs autour d'une plantation constituait une menace potentielle qui ne pouvait être ignorée. Le 26 octobre, le gouverneur envoya une délégation composée d'un juge royal, d'un officier militaire et d'un prêtre pour évaluer la situation et tenter de négocier une résolution. Ils arrivèrent à la plantation Beaumont en milieu d'après-midi, escortés par 30 soldats réguliers. La délégation rencontra d'abord Toussaint Lavigne et les autres leaders des assiégeants. Ils découvrirent que ces hommes étaient remarquablement organisés. Ils avaient établi des tours de garde, un système d'approvisionnement en nourriture et en eau, et même des règles strictes de conduite. Aucune violence n'avait été commise, aucune propriété n'avait été endommagée. Ils ne demandaient pas la libération des esclaves, ne proclamaient pas l'égalité ou la révolution. Leur demande était simple et précise, que les autorités coloniales reconnaissent que l'exécution de 47 hommes constituait un excès et que des mesures soient prises pour prévenir de tels massacres à l'avenir. La délégation rencontra ensuite Étienne Beaumont. Le planteur était inflexible. Il avait agi selon la loi. Il avait protégé sa propriété et, par extension, l'ordre social de toute la colonie. Il refusait d'admettre toute faute et exigeait que les autorités dispersent immédiatement le rassemblement. Le juge royal, un homme nommé François Dubois, se trouvait devant un dilemme juridique complexe. Techniquement, Beaumont avait respecté la lettre du Code noir. Les articles concernant la rébellion esclave permettaient effectivement la peine de mort. Mais l'ampleur des exécutions, le caractère préventif de plusieurs d'entre elles, et surtout, la manière dont elles avaient été conduites, avec une cruauté calculée et devant un public forcé, posèrent des questions morales et juridiques que le Code n'abordait pas explicitement. Dubois proposa un compromis. Beaumont ne serait pas poursuivi pour les exécutions, mais il devrait payer une compensation financière aux autorités coloniales pour la perte de valeur économique que représentaient 47 esclaves morts. Cette compensation serait utilisée pour renforcer les patrouilles et la milice, officiellement pour protéger les plantations, officieusement pour calmer les tensions. En échange, les assiégeants se disperseraient pacifiquement, et aucune poursuite ne serait engagée contre eux pour rassemblement illégal. Beaumont rejeta cette proposition avec mépris. Il ne paierait pas pour avoir défendu sa propriété. Lavigne, de son côté, répondit que la compensation financière était insuffisante. Il voulait un changement dans l'application du Code noir, une reconnaissance officielle que les exécutions massives ne seraient plus tolérées. Les négociations s'enlisèrent. Le soir du 26 octobre, la situation était bloquée. Les 200 hommes restaient assis autour de la plantation. Les autorités coloniales ne voulaient pas utiliser la force militaire. Beaumont refusait de céder.
Les esclaves de la plantation, témoins impuissants de ce bras de fer, oscillaient entre espoir et terreur, ne sachant pas quelle résolution serait la pire pour eux. Dans la nuit du 26 au 27 octobre, un événement mystérieux modifia la dynamique du siège. Vers 2 heures du matin, les gardes de la plantation entendirent des chants provenant du campement des assiégeants. Pas des chants de guerre ou de menace, mais quelque chose de plus étrange et plus troublant. Des hymnes funéraires, mélange de mélodies africaines et de psaumes chrétiens, chantés à voix basse par des dizaines de gorges à l'unisson. Ces chants continuèrent jusqu'à l'aube. Ils avaient un effet hypnotique et profondément dérangeant sur ceux qui les entendaient. Plusieurs surveillants blancs rapportèrent plus tard avoir ressenti une peur inexplicable, une sensation que quelque chose de plus grand qu'une simple dispute entre maîtres et esclaves se jouait. Les esclaves de la plantation, enfermés dans leurs cases, écoutaient et pleuraient. Ils reconnaissaient dans ces chants des éléments de leur propre tradition, des invocations aux ancêtres, des appels à la justice divine ou ancestrale. Au matin du 27 octobre, la délégation officielle revint avec de nouvelles instructions du gouverneur. Face à l'impasse, Miro avait décidé d'agir. Il ordonna l'arrestation de Toussaint Lavigne et de 5 autres leaders du rassemblement sous l'accusation d'incitation à la révolte. Simultanément, il émit un décret rappelant à tous les planteurs de Louisiane que les exécutions d'esclaves devaient rester proportionnées et ne pouvaient être effectuées que pour des crimes graves avérés, pas pour des mesures préventives. Ce décret était une capitulation déguisée des deux côtés. Beaumont n'était pas condamné, mais ses actions étaient implicitement critiquées. Les assiégeants n'obtenaient pas justice, mais un signal était envoyé que de tels massacres ne seraient plus tolérés sans conséquences politiques. L'arrestation des leaders devait briser le mouvement. Les soldats avancèrent vers le campement des assiégeants, s'attendant à une résistance. Elle ne vint pas. Lavigne et les 5 autres se levèrent calmement, se laissèrent enchaîner et furent emmenés. Mais au lieu de se disperser, les 200 hommes restèrent assis. De nouveaux leaders émergèrent immédiatement. Le mouvement n'était pas centralisé sur quelques individus. Il était diffus, collectif. Cette découverte alarma profondément les autorités. Si le mouvement pouvait survivre à la décapitation de sa direction, alors il était beaucoup plus dangereux et beaucoup plus organisé qu'on ne l'avait pensé. Cela suggérait l'existence d'un réseau clandestin, peut-être même d'une organisation secrète reliant les communautés d'esclaves et d'affranchis à travers toute la région. Le commandant militaire, un colonel nommé Hernandez, proposa alors une action radicale. Disperser le rassemblement par la force, arrêter tous les participants et établir la loi martiale dans la région. Le juge Dubois s'y opposa, arguant que cela risquait de déclencher exactement ce que tout le monde voulait éviter, une insurrection généralisée. La Louisiane ne disposait pas de troupes suffisantes pour réprimer une révolte majeure. Si les dizaines de milliers d'esclaves de la région se soulevaient simultanément, la colonie tomberait en quelques jours. Cette prise de conscience modifia l'approche des autorités. Elles ne pouvaient pas gagner par la force, elles devaient négocier, même si cela signifiait faire des concessions inacceptables pour les planteurs. Dubois retourna voir les nouveaux leaders des assiégeants avec une proposition révisée. Si le rassemblement se dispersait immédiatement et pacifiquement, les 6 hommes arrêtés seraient jugés équitablement et si aucune preuve de complot violent n'était trouvée, ils seraient libérés. De plus, une commission d'enquête serait établie pour examiner les circonstances des exécutions de la plantation Beaumont. Cette proposition représentait un compromis fragile. Les assiégeants obtiendraient une forme de reconnaissance officielle de leurs griefs, même si aucune justice immédiate ne serait rendue. Les autorités éviteraient un conflit qui pourrait dégénérer. Beaumont, bien que non condamné, serait soumis à un examen officiel de ses actions. Après une délibération qui dura plusieurs heures, les nouveaux leaders acceptèrent. Le 27 octobre, en fin d'après-midi, les 200 hommes se levèrent, rassemblèrent leurs maigres possessions et commencèrent à se disperser. Il ne partira pas tous ensemble.
mais par petits groupes, se fondant dans la campagne environnante, retournant à leurs plantations, leurs fermes, leurs cachettes dans les marécages. Mais avant de partir, ils firent quelque chose d'étrange et de mémorable. Chaque homme, en passant devant l'entrée de la plantation Beaumont, déposait un objet sur le chemin. Des pierres, des morceaux de bois, des bouts de tissu. En quelques heures, un cairn improvisé, un monticule de ces objets, s'éleva devant les portes de la plantation. Personne ne parla, personne n'expliqua. Mais le message était clair. C'était un mémorial, une marque indélébile de ce qui s'était passé. Un rappel physique que 47 hommes étaient morts ici et ne seraient pas oubliés. Gaspard Renault ordonna la destruction immédiate de ce cairn. Ces hommes dispersèrent les objets, les jetèrent dans les marécages. Mais chaque nuit pendant les semaines qui suivirent, de nouveaux objets apparaissaient. Des pierres, toujours des pierres, déposées pendant l'obscurité par des mains invisibles. Finalement, Beaumont cessa d'ordonner leur enlèvement. Le cairn resta, grandissant lentement, devenant un repère reconnaissable sur le chemin menant à la plantation. La commission d'enquête promise par le gouverneur fut effectivement établie. Elle comprenait 3 juges, un représentant de l'Église et 2 planteurs choisis pour leur réputation de modération. Ils visitèrent la plantation Beaumont en novembre 1789, interrogèrent les témoins, examinèrent les registres et inspectèrent le site de la fosse commune. Leur rapport, conservé aux archives coloniales de la Nouvelle-Orléans, est un document remarquable par ce qu'il dit et ce qu'il tait. Il conclut que les exécutions étaient techniquement légales, mais excessives dans leur nombre et leur méthode. Il recommande que des directives plus strictes soient émises concernant les punitions capitales des esclaves. Il suggère que les planteurs consultent les autorités avant d'ordonner des exécutions de masse. Mais il ne condamne pas Étienne Beaumont, ne propose aucune sanction contre lui et ne reconnaît aucune culpabilité criminelle. Ce rapport fut publié en décembre 1789 et provoqua des réactions contrastées. Les planteurs le trouvaient trop critique et menaçant pour leur autorité. Les communautés d'esclaves et d'affranchis le jugeaient insuffisant et hypocrite. Toussaint Lavigne et ses compagnons furent jugés en janvier 1790 pour incitation à la révolte. Les preuves contre eux étaient maigres. Ils avaient organisé un rassemblement pacifique, rien de plus. Ils furent condamnés à 6 mois de prison, une sentence relativement légère qui reflétait l'embarras des autorités. Pendant ce temps, sur la plantation Beaumont, la vie tentait de reprendre son cours normal. Mais la normalité était impossible. Les 132 esclaves survivants travaillaient dans un silence de mort. La productivité avait chuté de manière spectaculaire. Les gens accomplissaient les tâches minimales, sans initiative, sans énergie. Étienne Beaumont, constatant cette baisse, augmenta les punitions, ce qui ne fit qu'empirer la situation. Plusieurs esclaves tentèrent de fuir dans les mois qui suivirent. Certains réussirent, se fondant dans les communautés marronnes des marécages. D'autres furent capturés et sévèrement punis. Un homme nommé Philippe, qui avait été forcé de participer à l'enterrement des 47 exécutés, se pendit dans sa case en février 1790. Sa mort fut enregistrée comme un accident, mais tout le monde savait la vérité. La santé mentale d'Étienne Beaumont commença à se détériorer. Selon sa propre famille, il souffrait d'insomnie sévère. Il entendait des bruits la nuit, des chants qu'il disait venir de la direction de la fosse commune. Il devenait paranoïaque, convaincu que les esclaves complotaient contre lui. Il doubla puis tripla les gardes, installa des verrous supplémentaires sur toutes les portes et refusa de quitter la grande maison sans escorte armée. Son fils Claude, qui devait hériter de la plantation, commença à exprimer des doutes sur les décisions de son père. Dans ses lettres à des amis et parents, il évoquait le coût économique des exécutions, le climat de terreur qui paralysait le domaine, et surtout la réputation désormais entachée de la famille Beaumont. D'autres planteurs évitaient leur compagnie. Les invitations sociales se raréfiaient. Ils étaient devenus des parias, non par compassion pour les victimes,
mais parce qu'ils avaient créé un incident qui menaçait l'ensemble du système esclavagiste. Le printemps de 1790 apporta de nouvelles tensions à la plantation Beaumont. En mars, alors que commençait la saison de plantation de la canne, Étienne Beaumont réalisa qu'il lui manquait 47 hommes, exactement le nombre qu'il avait exécuté 6 mois plus tôt. Cette évidence mathématique, qui aurait dû être anticipée, le frappa avec la force d'une révélation. Il ne disposait plus de main-d'œuvre suffisante pour cultiver l'ensemble de son domaine. Il tenta d'acheter de nouveaux esclaves, mais rencontra des obstacles inattendus. Les marchands de la Nouvelle-Orléans, inquiets de sa réputation, hésitaient à lui vendre leurs meilleurs spécimens. Ils craignaient qu'envoyer des hommes à la plantation Beaumont ne soit les condamner à une mort probable. De plus, les prix avaient augmenté considérablement. La révolution en France et l'instabilité politique dans les Antilles avaient perturbé le commerce triangulaire. Les esclaves devenaient plus rares et plus chers. Beaumont dut se résoudre à laisser une partie de ses terres en friche. Cette décision, pour un homme de son orgueil, constituait un aveu de défaite. La plantation qui avait été un modèle de productivité et d'ordre sombrait dans le déclin. Les revenus chutèrent, les créanciers commencèrent à s'inquiéter. Les rumeurs de faillite circulèrent. En avril 1790, un événement vint perturber davantage la situation. Le père Mathieu, le vieux prêtre qui avait servi la plantation pendant des décennies, mourut dans son sommeil. Sa mort elle-même n'était pas surprenante. Il était âgé et malade, mais ce qui fut découvert après son décès provoqua un choc. En triant les affaires du père Mathieu, Claude Beaumont trouva un journal intime que le prêtre avait tenu pendant toutes ces années à la plantation. Les dernières entrées, datant d'octobre et novembre 1789, contenaient des passages troublants. Le père Mathieu y exprimait son horreur face aux exécutions, son sentiment d'avoir failli à ses devoirs spirituels en s'absentant ce jour-là, et surtout des informations qu'il avait recueillies auprès d'esclaves venus se confesser. Selon ces confessions, l'arrêt de travail du 22 octobre n'avait pas été spontané. Il avait été planifié. Kwame et plusieurs autres hommes récemment arrivés d'Afrique avaient organisé une forme de résistance passive. Ils savaient que cela entraînerait des punitions, peut-être même la mort, mais ils avaient choisi de l'accepter. Leur objectif n'était pas de fuir ou de se révolter violemment, mais de créer un moment de conscience collective, de rappeler aux autres esclaves, et surtout à eux-mêmes, qu'ils étaient des êtres humains capables de choix, même si ce choix était celui du martyr. Cette révélation changeait complètement la nature de ce qui s'était passé. Ce n'était pas une rébellion impulsive, réprimée justement, c'était un acte de résistance délibéré et philosophique. Les hommes avaient choisi de mourir pour affirmer leur humanité. Et Étienne Beaumont, en les exécutant de la manière la plus cruelle possible, avait involontairement validé leur sacrifice, transformant un acte de résistance locale en un symbole qui résonnait à travers toute la colonie. Le père Mathieu avait également consigné des détails sur le rassemblement des 200 hommes. Selon les confessions qu'il avait reçues, ce rassemblement avait été organisé par un réseau qui existait depuis des années, reliant les plantations, les villes, les communautés marronnes. Ce réseau ne visait pas une insurrection violente immédiate, mais travaillait lentement à créer des liens de solidarité, à partager des informations, à préparer les esprits pour un changement futur. Le massacre de Beaumont avait forcé ce réseau à sortir de l'ombre, à se montrer publiquement pour la première fois. Claude Beaumont lut ce journal avec un mélange d'horreur et de fascination. Il comprit que son père n'avait pas simplement exécuté 47 rebelles, il avait inadvertemment attaqué une organisation beaucoup plus vaste et plus sophistiquée que quiconque ne l'avait imaginé. Et cette organisation n'avait pas été détruite par la répression. Elle s'était renforcée, avait gagné en légitimité et en soutien. Il apporta le journal à son père. Étienne Beaumont le lut dans son bureau, seul, pendant plusieurs heures. Quand il en ressortit, il était visiblement changé. Ses mains tremblaient, son visage était pâle. Il ordonna que le journal soit brûlé immédiatement. Claude obéit, mais pas avant d'avoir copié certains passages,
Un acte de désobéissance subtile qui montrait que même son propre fils commençait à se distancer de lui. La santé mentale d'Étienne Beaumont se détériora rapidement après cette lecture. Il devenait convaincu qu'un complot massif se tramait contre lui, que tous les esclaves de sa plantation faisaient partie de ce réseau, que même ses propres surveillants pouvaient être compromis. Il commença à voir des traîtres partout, ordonnant des interrogatoires brutaux basés sur de simples soupçons. En mai 1790, il fit arrêter et fouetter Joseph, le commandeur le plus ancien, l'accusant de correspondre secrètement avec des marrons. Joseph, qui avait servi la famille pendant près de 40 ans, qui avait maintenu la discipline, qui avait été complice de toute leur cruauté, fut humilié publiquement et rétrogradé. Cet acte détruisit le dernier vestige de loyauté que certains esclaves pouvaient encore avoir envers le système. La plantation sombrait dans le chaos. Les récoltes souffraient, les bâtiments se dégradaient. Les esclaves travaillaient le strict minimum pour éviter les punitions. Gaspard Renaud, le contremaître, démissionna en juin, incapable de maintenir l'ordre dans ces conditions. Il fut remplacé par des hommes de moins en moins compétents, attirés seulement par le salaire désespérément élevé que Beaumont offrait. En juillet 1790, exactement un an après le début de la Révolution française, des nouvelles inquiétantes arrivèrent de Saint-Domingue. Des soulèvements d'esclaves commençaient à secouer l'île la plus riche des Antilles françaises. Ces nouvelles terrifiaient les planteurs louisianais. Si Saint-Domingue tombait, toutes les colonies esclavagistes seraient menacées. Le spectre d'une révolution généralisée des esclaves, alimentée par les idées venues de France, hantait chaque nuit leurs cauchemars. Étienne Beaumont, dans sa paranoïa croissante, devint convaincu que les événements de Saint-Domingue étaient connectés au réseau qu'il avait découvert dans le journal du père Mathieu. Il imaginait une conspiration continentale, des esclaves communiquant entre les îles et le continent, planifiant une insurrection coordonnée. Il n'avait aucune preuve, mais son obsession ne requérait pas de preuves. En août, il commit une nouvelle atrocité. Il fit arrêter 15 hommes, choisis presque au hasard parmi ceux arrivés après les exécutions d'octobre, et ordonna leur déportation vers les mines espagnoles du Mexique, une condamnation effective à mort, tant les conditions y étaient terribles. Il justifia cette action comme une mesure préventive, affirmant sans preuve que ces hommes faisaient partie du complot. Cette fois, Claude Beaumont s'opposa ouvertement à son père. Une dispute violente éclata entre eux dans la grande maison, leurs cris entendus par toute la plantation. Claude accusait son père de détruire leur patrimoine familial par sa folie. Étienne l'accusait d'être faible, contaminé par les idées révolutionnaires, peut-être même complice des esclaves. Leur relation se brisa cette nuit-là de manière irréparable. Claude quitta la plantation quelques jours plus tard, emportant seulement ses effets personnels. Il s'installa chez son beau-frère, Armand Deschamps, refusant de participer davantage à ce qu'il décrivait dans une lettre comme « la descente aux enfers », orchestrée par un tyran devenu fou. Étienne Beaumont se retrouva seul, maître absolu d'un domaine qui s'effondrait autour de lui. Les créanciers intensifièrent leur pression. En septembre, la banque qui détenait l'hypothèque sur une partie de ses terres menaça de saisie. Il vendit des meubles de famille, des bijoux, tout ce qui avait de la valeur, pour gagner du temps. L'année 1791 commença sous de sombres auspices pour la plantation Beaumont. Les dettes s'accumulaient, la main-d'œuvre restante était démoralisée et improductive, et Étienne Beaumont lui-même semblait avoir perdu tout contact avec la réalité. Il passait ses journées enfermé dans son bureau, écrivant des mémoires justificatifs destinés aux autorités, élaborant des plans délirants pour reconstituer sa fortune. En février, un événement étrange se produisit. Une délégation d'esclaves, menée par quelques anciens dont Joseph le commandeur déchu, demanda une audience avec le maître. C'était une démarche sans précédent, violant tous les protocoles de la plantation. Beaumont, dans un moment de lucidité ou peut-être de curiosité morbide, accepta de les recevoir. Les esclaves présentèrent une proposition inouïe. Ils offraient d'acheter leur liberté collective.
Pendant les mois précédents, ils avaient secrètement économisé de l'argent, obtenu par divers moyens, vente de produits de leur jardin personnel, petits travaux effectués pour d'autres planteurs le dimanche, dons de membres du réseau clandestin d'affranchis. Ils avaient rassemblé une somme substantielle, suffisante pour couvrir une partie significative des dettes de Beaumont. Leur proposition était la suivante. En échange de leur affranchissement collectif, ils paieraient immédiatement une somme qui permettrait à Beaumont d'éviter la saisie, et ils s'engageraient à continuer à travailler sur la plantation pendant 3 ans comme ouvriers salariés à des conditions négociées. Cela permettrait à Beaumont de maintenir sa production tout en résolvant sa crise financière. Cette proposition révélait plusieurs choses stupéfiantes. D'abord, elle démontrait que les esclaves avaient une compréhension sophistiquée de la situation économique de leur maître. Ensuite, elle montrait qu'ils étaient capables de s'organiser financièrement et collectivement, malgré toutes les contraintes du système. Enfin, elle illustrait une préférence pour une solution pacifique et négociée plutôt que pour la violence ou la fuite. Étienne Beaumont, confronté à cette proposition, resta silencieux pendant de longues minutes. Puis il éclata de rire, un rire amer et dément. Il rejeta l'offre avec mépris, accusant les esclaves d'avoir volé cet argent, de comploter pour l'humilier, de chercher à détruire l'ordre naturel du monde. Il ordonna qu'ils soient tous fouettés pour leur insolence et retournent immédiatement au travail. Mais il ne put ignorer complètement la tentation que représentait leur argent. Dans les semaines qui suivirent, rongé par l'angoisse financière, il reconsidéra la proposition. En mars, il envoya un message aux esclaves, disant qu'il était prêt à négocier, mais à ces conditions. Il accepterait leur argent, mais n'affranchirait qu'une vingtaine d'entre eux, pas tous. Les autres continueraient à être esclaves. Les esclaves refusèrent. C'était tout ou rien. Ils ne laisseraient en pas certains des leurs dans la servitude, pendant que d'autres gagneraient la liberté. Cette solidarité, cette insistance sur une libération collective plutôt qu'individuelle, était révolutionnaire dans son essence même. L'impasse se prolongea pendant le printemps. Les créanciers de Beaumont perdirent patience. En mai 1791, la saisie fut prononcée. La plantation, les terres, les bâtiments et tous les esclaves comme propriété mobilière devaient être vendus aux enchères pour rembourser les dettes. Étienne Beaumont lutta contre cette décision, engageant des avocats, faisant appel aux autorités coloniales, invoquant son statut de noble français. Mais la loi était claire. Il avait accumulé des dettes qu'il ne pouvait plus payer. La vente fut programmée pour le mois de juillet. Ce qui se passa alors n'est connu que par des fragments de témoignages et de documents. Un groupe d'affranchis et de petits propriétaires libres, apparemment connectés au réseau évoqué dans le journal du père Mathieu, se présenta aux enchères. Ils avaient rassemblé des fonds, obtenu des prêts, mobilisé des ressources à travers toute la région. Leur objectif était d'acheter la plantation et tous ses esclaves pour les libérer immédiatement. Les enchères furent tumultueuses. Les planteurs blancs, réalisant ce qui se tramait, tentèrent de surenchérir pour empêcher que la plantation ne tombe entre les mains de noirs libres. Mais les prix montaient vertigineusement, au-delà de ce que la plupart pouvaient payer. Finalement, un consortium mené par Toussaint Lavigne, libéré de prison quelques mois plus tôt, remporta la mise. La plantation Beaumont, terre de massacres et de terreur, passa sous le contrôle de ceux qui avaient été ses victimes. C'était un retournement historique sans précédent en Louisiane. Les autorités coloniales, embarrassées, tentèrent de contester la légalité de la vente, mais elle avait été conduite selon toutes les règles. Il n'avait aucun motif légal pour l'invalider. Étienne Beaumont assista à cette débâcle finale depuis la galerie de sa grande maison, qu'il devrait bientôt quitter. Il regardait les nouveaux propriétaires inspecter les bâtiments, parler avec les esclaves qui seraient bientôt affranchis, planifier leur transformation du domaine. Son empire s'effondrait non pas sous les coups de la violence, mais par les mécanismes mêmes du système capitaliste qu'il avait toujours défendu. Quelques jours après la vente, il quitta la plantation, emportant seulement quelques possessions personnelles. Il s'installa à la Nouvelle-Orléans, chez une sœur qui accepta de l'héberger par charité. Ruiné financièrement et brisé mentalement, il survécut encore 3 ans,
vivant de l'aumône de parents gênés par son existence. Il mourut en août 1794, seul dans une petite chambre louée dans un quartier pauvre de la ville. Sa mort ne fut signalée dans aucun journal. Il n'y eut pas de funérailles élaborées, pas d'oraison funèbre. Son fils Claude, qui avait entre-temps hérité d'une partie de la fortune de son beau-père, refusa de venir à son enterrement. Étienne Beaumont fut inhumé dans une tombe anonyme, sans pierre tombale, dans le cimetière des indigents. La plantation, rebaptisée Liberté par ses nouveaux propriétaires, devint une expérience unique en Louisiane coloniale. Tous les anciens esclaves furent affranchis dès que les formalités légales furent complétées. Certains choisirent de rester et de travailler la terre comme ouvriers libres. D'autres partirent, cherchant des opportunités ailleurs, rejoignant des familles, s'installant dans les villes. Le domaine fut divisé en parcelles plus petites, distribuées à ceux qui voulaient les cultiver. Il ne s'agissait plus d'une plantation exploitée par une main-d'œuvre asservie, mais d'une communauté de fermiers indépendants, travaillant collectivement. Cette expérience, bien que constamment menacée par l'hostilité des planteurs environnants et les difficultés économiques, survécut pendant près d'une décennie. En 1801, quand la Louisiane passa sous contrôle américain par la vente de la Louisiane, les autorités américaines, moins sympathiques aux Noirs libres que les Espagnols ne l'avaient été, imposèrent de nouvelles restrictions. La communauté de Liberté fut progressivement démantelée, les terres vendues ou saisies, les habitants dispersés. En 1810, il ne restait presque aucune trace de cette expérience de liberté collective, mais la mémoire persistait. Les descendants de ceux qui avaient vécu ces événements transmirent les histoires de génération en génération. Elles se transformèrent, s'embellissant parfois de détails mythiques, perdant d'autres détails factuels, mais conservant leur essence. 47 hommes avaient choisi de mourir plutôt que d'accepter passivement la déshumanisation, et leur mort avait semé les graines d'une transformation qui dépassait leur propre sort. La fosse commune où ils furent enterrés fut redécouverte en 1832 par des chasseurs qui remarquèrent une dépression inhabituelle dans le sol, près de la limite marécageuse de l'ancien domaine Beaumont. Des ossements humains furent mis au jour, en quantité correspondant à des dizaines de corps. Une enquête sommaire fut menée, mais aucun document officiel ne reliait ces ossements aux événements d'octobre 1789. Pourtant, la communauté afro-américaine de la région savait. Ils savaient où se trouvait la fosse. Ils connaissaient les histoires, ils honoraient la mémoire. Pendant des décennies, à chaque 23 octobre, des gens venaient déposer des pierres, des fleurs, des objets personnels près du site. Ce pèlerinage informel continuait malgré les tentatives des propriétaires successifs de la terre de l'interdire ou de l'ignorer. En 1863, quand l'émancipation fut proclamée, libérant tous les esclaves encore en servitude, un groupe d'anciens esclaves de la région fit quelque chose de remarquable. Ils achetèrent collectivement le petit lopin de terre contenant la fosse commune. Ils y érigèrent un simple monument de pierre, sans inscription, juste une pierre verticale marquant le lieu. Ce monument existe toujours aujourd'hui, bien que peu de gens connaissent son histoire complète. Le terrain est entretenu par une association locale d'histoire afro-américaine. Les visiteurs occasionnels qui le remarquent voient simplement une vieille pierre dans un champ, entourée d'une petite clôture de bois. Ils ne savent pas ce qu'elle représente, ne connaissent pas les noms de ceux qui reposent en dessous, n'ont jamais entendu parler d'Étienne Beaumont, de Kwame, de Toussaint Lavigne, ou de cette journée terrible d'octobre 1789. Les archives officielles contiennent peu de traces de ces événements. Le rapport de la commission d'enquête existe, mais est enfoui dans des milliers de pages de documents coloniaux rarement consultés. Les registres de la plantation Beaumont furent dispersés ou détruits. Les témoignages individuels, lettres privées et journaux intimes qui mentionnent ces faits sont éparpillés dans diverses collections, rarement connectés entre eux par les historiens. C'est comme si l'histoire elle-même avait conspiré à effacer cette mémoire. Pas par malveillance, mais par le simple processus d'accumulation du temps, où certains événements sont préservés et commémorés pendant que d'autres glissent dans l'oubli.
Les grands récits de la Révolution française, de l'indépendance haïtienne, de la vente de la Louisiane, de la guerre de sécession, ont éclipsé les histoires plus petites, plus locales, mais non moins significatives. Pourtant, si l'on cherche attentivement, si l'on sait où regarder et quelles questions poser, les fragments émergent. Un document mentionne l'incident Beaumont en passant. Une lettre fait référence à ce planteur qui a perdu la raison après avoir tué trop de ses nègres. Un registre paroissial note l'enterrement de 47 personnes de couleur en une seule journée d'octobre 1789. Un cahier de croquis d'un voyageur contient un dessin d'un cairn étrange construit par des sauvages près d'une plantation. Ces fragments, assemblés avec patience et intuition, révèlent les contours d'une histoire que peu connaissent. Une histoire de violence et de résistance, de pouvoir et de sa fragilité, de la capacité humaine à infliger la souffrance et à la surmonter. Une histoire qui pose des questions dérangeantes sur la nature de la justice, le coût de l'oppression, et les moyens par lesquels les opprimés peuvent revendiquer leur humanité même face à la mort. Ceux qui visitent aujourd'hui la région où se trouvait la plantation Beaumont ne trouveront aucune indication de son existence passée. Les bâtiments ont été détruits ou ont pourri avec le temps. Les champs ont été reconvertis, reboisés, parfois urbanisés. Seul le cairn demeure, et même lui est méconnu, protégé plus par l'indifférence que par un effort conscient de préservation. Mais dans les communautés descendantes de ceux qui vécurent ces événements, la mémoire demeure vivante. Elle se transmet non par des livres d'histoire ou des monuments officiels, mais par la tradition orale, par des histoires racontées autour de tables familiales, par des chants dont les paroles ont traversé les générations. Ces récits ne sont peut-être pas précis dans tous leurs détails, ils ont été embellis, simplifiés, adaptés aux besoins de chaque époque. Mais ils préservent quelque chose d'essentiel, la conscience que quelque chose d'important s'est produit ici, que des vies ont été prises et que cette prise n'a pas été sans conséquence. La question demeure, suspendue dans l'air de cette région humide et hantée. Était-ce de la justice, ce qui s'est passé à Étienne Beaumont? Il a été ruiné, humilié, dépossédé de tout ce qu'il chérissait. Il a vécu assez longtemps pour voir son nom devenir synonyme d'excès et de folie plutôt que de puissance et de contrôle. Mais il n'a jamais été jugé, jamais condamné officiellement pour le massacre de 47 hommes. Il est mort de maladie et de vieillesse, pas par exécution ou violence. Les 47 hommes qu'il a tués n'ont reçu aucune justice au sens juridique. Leurs noms sont pour la plupart perdus. Leurs histoires, leurs espoirs, leur vie avant la captivité et l'esclavage sont effacés. Ils existent dans la mémoire collective seulement comme un nombre, comme un symbole, comme une démonstration de principe. Ils ont choisi de défier leur maître, sachant les conséquences. Leur mort a déclenché une série d'événements qui ont contribué, de manière modeste mais réelle, à l'érosion du système esclavagiste en Louisiane. Était-ce suffisant? Peut-il y avoir suffisamment de justice pour compenser une telle perte? Ces questions n'ont pas de réponse satisfaisante. Elles planent sur cette histoire comme la brume qui monte des marécages chaque matin, obscurcissant les contours, rendant incertain ce qui est solide et ce qui est illusion. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Croyez-vous que tout a été révélé ou qu'il reste des secrets enfouis dans les marécages de Louisiane? Commentez ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui apprécient les mystères sombres de l'histoire. Le passé n'oublie jamais, et certaines vérités attendent toujours d'être déterrées.